La page politique, donc, nous y revenons avec Alexander Nikolic. Bonjour, merci de nous avoir rejoints, président des Jeunes avec Marine Le Pen, président du groupe RN au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Nous allons parler avec Frédéric Delpech. Merci de nous avoir rejoints. Et Valérie Nataf, toujours avec nous. Nous allons parler du Rassemblement national, de l'avenir du Rassemblement national qui se posera forcément. Et non pas des propositions, mais eh bien non, on n'a pas le droit. Des valeurs, pourrait-on dire, que vous défendez. Petite question justement sur la complexité de cette campagne au sens large pour le Rassemblement national. Est-ce que c'est un chemin tranquille? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Est-ce que le parti voit avec soulagement des sondages, parce qu'il y a des sondages, vous allez d'ailleurs pouvoir les voir, qui sont plutôt favorables aujourd'hui au Rassemblement national? En fait, les sondages nous confortent dans l'idée que les thèmes qu'on évoque depuis des années, que ce soit sur l'insécurité, où on voit une explosion de l'insécurité, à la fois les violences volontaires, mais les homicides ou les tentatives d'homicide, qui ont progressé de près de 50% depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ont été multipliés par 3 depuis 10 ans. Les propositions que le Rassemblement national évoque depuis des années sont aujourd'hui reprises par d'autres, donc ça prouve qu'on avait raison sur ce thème. Et puis sur le pouvoir d'achat, notamment, avec à la fois une vision sur le long terme pour réduire le coût de l'énergie et donc de l'électricité, avec notre volonté de maintenir un mix énergétique français, d'investir dans la filière nucléaire, dans l'hydraulique, pour faire en sorte que l'électricité coûte moins cher. Une vision aussi sur du long terme pour réindustrialiser le pays, parce qu'on sait aujourd'hui que à la fois pour de l'environnement, évidemment, plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les importations, et bien plus évidemment l'activité économique à proximité, ça passera par une réindustrialisation du pays notamment. Donc cette vision qu'on peut avoir sur le pouvoir d'achat, sur la réindustrialisation, sur la sécurité, sur la santé, avec ce qu'on évoque pour l'hôpital et la formation de médecins, notamment je pense aux zones rurales, aujourd'hui sont confortées par les principales préoccupations des Français. Donc, est-ce que vous diriez, comme beaucoup dans cette campagne, qui se plaignent que leur programme a été repris, pillé, je dirais, qu'au Rassemblement national, vous avez travaillé d'abord et vous êtes resté sur quelque chose qui était la ligne directrice? Alors évidemment, on a maintenu cette ligne directrice. On se préoccupe peu de savoir aujourd'hui ce que peuvent reprendre ou pas reprendre les autres. Nous, on a une vision, et Marine Le Pen a travaillé depuis 5 ans sur justement comment on peut changer l'avenir de la France et l'avenir des Français. Aujourd'hui, c'est par ce travail que, en tout cas, la vision qu'on peut avoir et les propositions qu'on évoque sont populaires au sein des Français, parce qu'ils savent que ça peut améliorer leur quotidien et l'avenir du pays. Il y a quand même eu des évolutions dans la doctrine du Rassemblement national. On est quand même passé d'une sorte de défiance vis-à-vis de l'Europe, même la volonté de quitter l'Europe, à maintenant une accommodation, on peut dire ça comme ça, avec le projet européen, par exemple, pour prendre ce seul exemple. Non mais bien sûr, on considère qu'on peut avoir des partenariats avec d'autres pays européens et avoir une vision sur le long terme. Je parlais de réindustrialisation, mais sur plein de sujets qui seront d'avenir pour créer de l'activité économique dans notre pays, sur l'intelligence artificielle, sur l'ordinateur quantique. Enfin, vous voyez, aussi avoir une modernité en termes de puissance également pour compter dans le monde, mais ça passera évidemment par une France forte, et l'actualité nous démontre que d'ailleurs presque tout le monde aujourd'hui a envie de défendre la souveraineté ukrainienne. Donc ça passe à la fois par des nations qui sont maintenues, plutôt qu'une espèce d'un énorme empire qui va nier les nations et qui abandonne toute idée de puissance, en fait, qui n'est juste une zone où il y a des consommateurs sans avoir vraiment de volonté d'améliorer l'avenir de cette zone géographique qu'est l'Europe, mais surtout des nations européennes, parce que nous, on croit à ces nations. Sur ce point, vous reconnaissez à Emmanuel Macron de bien gérer la crise ukrainienne? Oui ou non? Je ne pense pas que ça a été très efficace. En tout cas, les discussions qu'il a pu avoir avec Vladimir Poutine, je n'ai pas l'impression qu'on représente aujourd'hui une puissance et un rapport et que dans le rapport de force, on est considéré. Ce sera le cas aujourd'hui à 16h30. Il l'a aujourd'hui au téléphone, mais ce qu'on constate quand même, c'est que les principales décisions, et la décision par exemple des Russes aujourd'hui de se retirer des zones autour de Kiev et à l'ouest, c'est suite de réduire leur activité militaire, pas de sortir. Réduire
Drastiquement, donc ça montre un changement de politique. C'est plutôt suite à des discussions, notamment en Turquie avec Erdogan. C'est des discussions avec Biden, avec Xi Jinping, et on a le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de conséquences quand il y a des pourparlers avec Emmanuel Macron, mais parce que aujourd'hui, encore une fois, les pays européens et la France notamment, qui avaient vraiment dans l'histoire même récente, avaient souvent une vision un petit peu différente, incarnait un peu les non-alignés, avaient permis parfois de montrer quel était le chemin du bon sens et était suivi. Mais aujourd'hui, on a abandonné cette idée de puissance diplomatique, cette idée de puissance militaire, où on voit nos nombres de chars réduits par 3 en 30 ans, notre aviation réduite. Voilà, c'est ce manque de volonté d'exister et de faire en sorte que la France compte et ait son mot à dire militairement et diplomatiquement, qui peut-être fait qu'on arrive à moins se faire entendre dans un conflit qui est pourtant très proche de nous et au cœur de l'Europe. Valérie. Alors justement, sur l'Europe, est-ce que j'entends la position du Rassemblement national sur la France presque seule, dans une forme de superbe isolement. Est-ce que, avec des raisonnements mathématiques, si vous le voulez bien, est-ce que 25 plus 2, donc 27 pays, c'est pas plus fort qu'un pays, fût-il la France, pour tenter d'obtenir la souveraineté énergétique, alimentaire, militaire que propose le président de la République? Mais ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne peut pas se faire comme ça. Non, mais bien sûr, mais on a surtout vu une désindustrialisation globale de l'Europe, surtout justement de la France. L'Allemagne a réussi à se maintenir et on voit surtout que les sanctions économiques qui sont mises en place actuellement peuvent être très inquiétantes pour beaucoup de nos filières et beaucoup de nos secteurs où on est très fort. C'est quand même à noter d'ailleurs que par exemple les Allemands sont contre les sanctions économiques sur les machines-outils qu'ils exportent aux Russes. On voit que cette Europe qui est censée être unie et penser aux intérêts globaux de tous les pays se fait souvent à notre détriment parce qu'on est prêt, nous, à s'asseoir sur nos intérêts. Je parle de cet exemple-là, mais également sur l'abandon progressif de la filière nucléaire qui faisait qu'on avait une électricité moins chère, constante, et qu'on pouvait même revendre ailleurs et qui émettait moins de gaz à effet de serre. On abandonne petit à petit, et on peut parler de l'industrie agroalimentaire par exemple, par rapport à, on l'abandonne au détriment d'autres pays. Pareil pour l'industrie qui est beaucoup partie dans les pays de l'Est. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la France et des Français? Il y a évidemment des intérêts à avoir des échanges avec d'autres pays et ça peut renforcer certaines de nos entreprises au cœur de l'Europe. L'agriculture, vous parlez de l'agriculture qui profite quand même largement des subsides européens. Mais alors c'est très compliqué parce qu'on voit que notre mais d'où vient l'argent que l'Union européenne distribue? On perd 9 milliards d'euros chaque année entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc l'Union européenne nous redonne une partie de l'argent, redonne une partie de cet argent à nos agriculteurs. Vous préférez garder cet argent plutôt que le donner? Mais réorienter notre agriculture justement pour que ça bénéficie plus à nos agriculteurs. Aujourd'hui, la part de l'agriculture française, elle est de plus en plus faible, à la fois en Europe et dans le monde. Donc ça montre que la vision que l'Europe a pu avoir, elle est exportateur européen dans un certain nombre de Non mais bien sûr, mais regardez les courbes et vous voyez que c'est en baisse systématique. Et aujourd'hui, si les exploitations sont de plus en plus grandes, notamment, c'est parce que pour qu'il y ait une rentabilité, vous êtes obligé d'avoir de plus en plus d'exploitations agricoles très grandes. Et les petits, malheureusement, ont été obligés d'arrêter leur activité, et sans compter les éleveurs avec les crises successives qu'il y a pu avoir, la filière laitière, les betteraves. Sinon, pour j'ai une petite question là-dessus, pardon, Frédéric. Est-ce qu'au Rassemblement national, vous êtes favorable au départ des entreprises françaises encore présentes en Russie? Mais non, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On rappelle d'ailleurs que Decathlon, on l'a appris, vous avez raison Valérie, a décidé de se retirer momentanément, mais de se retirer. On va abandonner parfois un appareil industriel sur lequel on avait investi, sûrement à tort, parce que c'était mieux de produire en France. Donc, mais on avait investi là-bas. On avait investi, pas seulement parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher, mais aussi pour répondre à un marché local. Parce qu'on est plus proche, évidemment, de la clientèle russe. C'est aussi pour vendre des automobiles, par exemple, si vous pensez à Renault. Mais donc ça permettait effectivement de cibler, de réduire les coûts de déplacement des produits s'ils étaient fabriqués ailleurs, évidemment. Mais ce qu'on constate, c'est que par exemple Total, si on prend le pétrole, Total le disait, ils ont investi 13 milliards en Russie. Mais qui va profiter aujourd'hui du pétrole russe? C'est un exemple intéressant quand on veut boycotter aussi après le pétrole russe, qui a déjà négocié
négocier avec d'autres zones, l'Inde, la Chine, justement, pour revendre leur pétrole. Si on les boycotte, le prix va augmenter. À qui ça va profiter? Évidemment, ça profitera aux Russes. Et nous, on sortira de ce marché avec Total. Et tous les Français qui dépendent de cette économie, eh bien, seront pénalisés. Quelle réaction, alors, si vous aviez été aux affaires, quelle réaction contre l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, si ça ne passe pas par des sanctions économiques? Mais parce que les sanctions économiques ne marchent pas. Quel a été le bilan des sanctions économiques après la crise en Crimée? Quel a été le bilan des sanctions économiques? Elle n'était pas de la même ampleur qu'aujourd'hui. Mais quel a été le bilan après le bilan les pourra contestations de Loukachenko? tracer que dans quelques semaines ou quelques mois. Le problème, c'est que ces sanctions économiques, elles sont le fait des pays d'Europe occidentale, le fait des États-Unis, de l'Australie, du Canada. Ça s'arrête presque à ça. En fait. Donc il y a tout un marché pour les Russes qui peut continuer à être mis en place, avec des prix parfois sur certains produits qui vont continuer à augmenter, notamment les produits énergétiques, parce que le problème, c'est que nous, on leur vend des produits manufacturiers, mais ça, on peut en trouver ailleurs. Les produits énergétiques que les Russes ont, le gaz, le pétrole, le blé qu'on a nous, mais que d'autres pays n'ont pas, hein. Enfin, on peut penser aux pays du Maghreb notamment, eh bien, ça leur donne une position de force aujourd'hui en termes d'échanges internationaux. Et donc, les sanctions économiques qu'on va mettre en place, si ça renforce ensuite la Russie, parce qu'ils vont pouvoir vendre ces produits plus chers et investir dans d'autres filières, comme ils l'ont fait d'ailleurs après la crise de Crimée, quand on a boycotté certains produits agroalimentaires qu'on n'a plus voulu leur vendre, eh bien, ils ont commencé à produire d'autres produits. Comment peser? Si économiquement on ne pèse pas, comment peser pour arriver à ce que vous disiez tout à l'heure, non pas cet accord, bien évidemment, qui vient d'Istanbul, mais en tout cas cette possible négociation? Et vous savez, dans l'histoire, malheureusement, il n'y a que le rapport de force de puissance qui compte. Alors on a cru qu'on était sorti de l'histoire, mais on voit qu'il y a un retour à ça. Comment fonctionne Erdogan aujourd'hui? Comment fonctionne la Chine? Comment fonctionnent les États-Unis? Comment fonctionne la Russie? C'est par un rapport de force de puissance. On a voulu abandonner cette puissance, on voit le résultat. Il faut retrouver cette puissance, qu'on ait un pouvoir de négociation. Est-ce que par exemple la France livre des armes à l'Ukraine, d'autres pays européens livrent des armes? Est-ce que vous êtes favorable justement à une aide militaire indirecte ou directe même avec le peuple ukrainien, avec l'armée ukrainienne, pour qu'il puisse se défendre contre l'invasion russe? Il faut surtout négocier. C'est en train d'être réalisé, on l'a dit. Mais négocier sans. Non mais bien sûr, sans que. Non mais il faut évidemment. Il faut peser pour être à la table des négociations. Évidemment. Enfin, écoutez, c'est quand même, ça devrait nous interpeller de voir que on participe très peu aux négociations qui sont en train d'être mises en place. Enfin, donc, la France normalement comptait un peu plus dans l'histoire. Enfin, en tout cas, on peut se faire cette image de la France. Enfin, mais si vous ne prenez aucune sanction, vous ne pesez pas. Enfin, c'est ce qu'on vous dit, c'est que les Européens en fait, pèsent actuellement un peu parce qu'ils font des menaces de sanctions. Mais c'est pas des menaces qui peuvent être efficaces si ça ne nuit pas. Menaces, hein. Les sanctions sont réelles. Si ça ne nuit pas en réalité à ceux auxquels on veut nuire, qu'on s'en prenne à des oligarques qui sont proches de Vladimir Poutine individuellement, ben ça peut être évidemment une bonne idée. Mais pénaliser nos propres filières et nous tiers-mondiser, parce que c'est ce qui va se passer en fait. Vous pensez qu'on fait trop de cadeaux à Poutine aujourd'hui? Mais les États-Unis, par exemple, qui sont pour les sanctions économiques, mais eux, ils sont exportateurs de produits énergétiques, ils s'en sortiront peut-être mieux en vendant du gaz de schiste, en nous vendant du gaz de schiste. Mais donc ça peut être dans leur intérêt. Ils ont très peu d'échanges commerciaux avec les Russes en réalité. Mais nous, en quoi ça va nous bénéficier? La facture sera trop lourde pour la France, c'est ce que vous dites? Mais bien sûr, et il y a un enjeu crucial dans l'avenir. Est-ce qu'on est prêt à augmenter à ce point-là le prix des carburants et le prix du gaz, de l'électricité, des prix de première consommation, quand on voit les difficultés des Français aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, vous savez que la moitié des Français, le 10 du mois, il leur reste 100 €. Comment on fait pour vivre du 10 au 30 avec 100 € par mois pour la moitié des Français? Et si vous voulez encore augmenter le prix de l'électricité, le prix des carburants, il faudra nous expliquer comment on va faire. On va tiers-mondiser tous les Français. D'une partie de la nourriture aussi, parce que le blé est concerné. Oui. Si le blé n'est pas semé là, on sait que la prochaine récolte sera catastrophique. On évoque aujourd'hui des coupures de gaz, notamment. Au pays du Maghreb ou dans certains pays, mais également pour l'Europe et la France. Moi, j'ai une question plus politique, si vous le voulez bien. On a vu le départ d'un certain nombre de cadres et de hauts responsables du Rassemblement national vers Éric Zemmour. Est-ce que le Rassemblement national est encore solide, peut encore être implanté dans certaines régions, sachant qu'un certain nombre de ces plus grands cadres, un certain nombre, pas tous évidemment, sont partis?
Alors déjà, c'est vraiment à relativiser, hein, parce que l'impact local des cadres qui sont partis n'était pas non plus non, mais il n'y a pas de cadres, il y a aussi des secrétaires fédéraux, il y a des cadres mais départementaux. Il faut relativiser ça. Je pense que les gens ne considèrent pas la politique comme de la télé-réalité. Ils s'intéressent peu de savoir qui était leur responsable local, éventuellement qui est parti, même s'il y en a eu peu en réalité, hein, en termes de nombre. Mais ce qui va surtout les intéresser, c'est comment on peut faire en sorte qu'ils vivent mieux. Enfin, sur tous les sujets qu'on a pu évoquer. J'ai évoqué la sécurité, la santé, le pouvoir d'achat, c'est ça qui intéresse les gens en fait. Je pense que quand les gens ils ont envie de se divertir avec des histoires de personnalité ou de conflits humains, ils peuvent regarder des émissions plus divertissantes que la politique. Mais vous allez avoir du mal peut-être à trouver des candidats pour les législatives, non, parce que non, il y aura 577 candidats Rassemblement National aux législatives. Oui. Et des bons candidats, pas des candidats comme on a pu en avoir. Vous savez, non, pas seulement des candidats qui ont gagné, mais aussi à un moment, on a vu des gens qui n'étaient même pas au courant qu'ils étaient candidats. C'était il y a quelques années, ça. Hein, mais vous savez, national. Non seulement on a déjà presque partout nos candidats aux élections législatives, mais c'est pas très compliqué de trouver des futurs députés de la candidate qui remportera l'élection présidentielle. Vous savez, c'est pas trop difficile d'ensuite motiver les gens quand ils savent qu'ils peuvent être élus députés. On verra. Enfin, sur cette question des élections législatives, est-ce que l'idée c'est que le Rassemblement national présente des candidats absolument partout, quoi qu'il advienne, ou est-ce qu'il y aura des négociations avec d'autres partis, notamment par exemple le parti Reconquête, pour ces élections législatives sur les circonscriptions? Là, on part vraiment pour être présent partout avec des candidats qui suivront celle qui, je l'espère, remportera l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore l'élection présidentielle et les législatives seront énormément déterminées par le résultat qu'on espère pour les Français positif pour nous, évidemment. Alors, admettons que le Rassemblement national ne gagne pas cette présidentielle, mais que le score soit tout à fait honorable. Il va falloir penser à l'avenir. Alors, il y a les législatives, bien évidemment, mais il y a l'après. Et puis, il y a les têtes. Et il n'y a pas que les cadres. Il y a qui est à la tête. Donc, si jamais, et comme elle l'a annoncé, ce n'est pas la patronne du Rassemblement national, qui ce serait? Une guerre de succession ou pas? Vous y pensez déjà? Non, le courant sera le même ou est-ce que c'est l'occasion peut-être de poursuivre dans ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, la vision, la vitrine qu'est le Rassemblement national? Non mais après je vous dis c'est très compliqué à quelques jours de l'élection présidentielle de faire de la politique fiction à ce moment-là. Nous notre seule préoccupation. Non, on parlait de partis politiques, mais bien pas sûr, que le Rassemblement national qui pense déjà à l'avenir. Je comprends, mais il y a pas de. Ça se prépare. Il n'y a pas de quoi être inquiet en ce moment pour le Rassemblement national et la vision que le Rassemblement national peut avoir, qui correspond encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'attendent les Français sur leurs principales préoccupations. Donc, je ne sais pas à quoi vous répondre. Non, mais sans avoir de crainte. On ne parlait pas de crainte. On parlait, beaucoup de partis aujourd'hui pensent à l'avenir, se disent, tiens, il va y avoir une recomposition. On avait tout à l'heure à votre place le porte-parole d'Anne Hidalgo qui nous disait, on a du boulot, il va falloir qu'on travaille, on va travailler cette semaine parce qu'on veut tendre vers. Donc voilà, donc l'idée, et parce que d'ailleurs il disait à un moment donné on s'est reposé sur nos lauriers. Donc le constat a été fait. Est-ce qu'au Rassemblement national également je comprends que des porte-paroles d'Anne Hidalgo pensent à l'après. Enfin, vous voyez, mais à leur place, je penserais aussi à l'après. Et je ne me focaliserai pas trop la sur perche est étendue. Vous semblez oublier qu'il y a un courant concurrent qui a émergé pour cette élection présidentielle. Il va falloir faire avec eux. Est-ce que vous ne risquez pas une division très forte dans l'après de cette élection présidentielle? Non, mais vous parlez de quoi? De Reconquête et d'Éric Zemmour. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je suis obligé de parler des sondages. Là, je sais qu'on ne devait pas en parler et qu'il fallait que je me limite un petit peu aux grands axes. Mais oui, quand on voit les sondages, en tout cas, on peut considérer que celle qui porte l'espoir de tous ceux qui veulent voir une France qui va rester française, une France d'avenir, surtout sur à la fois
comme je l'ai dit, sur la sécurité, pour tous les Français qui se soucient de savoir s'ils vont élever leurs gamins dans un pays où ils auront peur de voir un jour leurs gamins poignardés pour un mauvais regard, de savoir comment ils vont Alors faire. l'insécurité qui arrive sous votre contrôle, Valérie, derrière le thème de l'environnement. Je sais que oui, Alors, dans votre petit pouvoir cahier, voilà, d'achat, vous avez quelque chose. Voilà, on aime J'ai bien. noté pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, la guerre en Ukraine, deuxième, l'environnement, troisième, santé et immigration, l'insécurité est encore un peu plus bas, Voilà. quatrième ex aequo. C'est le résultat d'une grande enquête Ouais, bien sûr. sur les préoccupations des Français. Donc le pouvoir d'achat, on a bien compris que le Rassemblement national avait beaucoup de propositions. Sur la guerre en Ukraine, vous avez réussi à vous rétablir après quelques errements du début, on va dire. Sur l'environnement, à l'exception du nucléaire, je n'ai pas l'impression que les propositions soient très... Et sur le comment dire, nucléaire, décoiffantes. il s'agit d'accroître le poids du nucléaire. Donc, Bien sûr. ça fait hurler les écologistes. Oui, mais parce qu'en vrai, c'est, pas tous les écologistes. Leur politique, elle est appliquée en Allemagne. La conséquence, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une dépendance au gaz russe et c'est une dépendance au charbon. Donc, je suis pas sûr que ce soit très, très, très écolo. Bon, après, on peut tous marcher pour le climat et considérer que c'est un acte pour l'environnement, mais je pense que tous ces sujets ils doivent être abordés très sérieusement. Je le disais tout à l'heure, plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre émises par la France sont dues aux importations. Donc il va falloir relocaliser avec un projet très construit sur comment on voit demain une réindustrialisation du pays. Une TVA sur les importations d'ailleurs. Comment ? Une hausse de la TVA sur les importations, oui. Ça fait partie. Oui, bien sûr. Alors ça va renchérir le coût. Vous savez, vous parlez beaucoup de pouvoir d'achat. Ça va mais non, parce qu'on va produire ici et il n'y aura pas les coûts de déplacement en plus, donc ça coûtera moins cher pour les gens et ils auront plus de boulot, plus d'activité économique et un vrai boulot. Pas 6 euros de l'heure comme veulent faire Emmanuel Macron avec une obligation pour ceux qui sont au RSA de travailler à 20 heures parce que c'est ça la conséquence. Les gens pourront se dire j'ai un véritable emploi et créer de l'activité économique ici. Sur l'environnement, si je continue, bien sûr, il y a comment on produit l'énergie, je l'ai dit, le mix énergétique français, à la fois le nucléaire et l'hydraulique. Et puis, il va y avoir aussi le sujet de comment on va faire en sorte d'avoir des transports aussi adaptés justement à ces changements. C'est pour ça qu'on veut beaucoup miser sur l'hydrogène. Mais si vous avez de l'hydrogène, vous savez, c'est juste un vecteur d'énergie. Je suis obligé d'être un peu plus technique, mais c'est juste un vecteur d'énergie. Et vous avez besoin d'une énergie initiale qui peut être le gaz ou qui peut être une électrolyse d'eau. Et pour ça, vous avez besoin d'une énergie électrique à la base. C'est pour ça aussi qu'on compte sur le nucléaire, parce que c'est pas avec des éoliennes qu'on va demain produire suffisamment d'énergie pour avoir des voitures à hydrogène et des transports à hydrogène. Et j'ai envie de dire aussi qu'il va falloir s'adapter au changement climatique. Et donc là, pareil, ceux qui veulent la décroissance et le refus technologique se trompent. Il y a 4 fois plus d'habitants sur la planète qu'il y a 100 ans, mais il y a beaucoup moins de morts. Pourquoi ? Parce que les technologies, les satellites, parfois nous permettent aussi de nous adapter. Donc ayons une vision aussi positive en nous disant qu'une vision moderne peut régler beaucoup de problèmes et il faut arrêter de vouloir vivre dans le passé. Sur le nucléaire, est-ce que pour vous la fermeture de Fessenheim était une erreur ? Et est-ce qu'il faut et combien de nouvelles centrales nucléaires en France ? Vous savez que le maintien de Fessenheim, le temps que ça peut être maintenu, ça a permis de diminuer l'émission de gaz à effet de serre d'environ de ce que émettent 2 millions de Français aujourd'hui. En fait. Donc on voit bien que le nucléaire, ça permet justement d'en émettre beaucoup moins. Après, il faut travailler sur le recyclage des déchets. Et la France était pionnière. Il y a d'autres pays aujourd'hui, malheureusement, qui sont un peu plus à la pointe que nous. Il va falloir qu'on réinvestisse, qu'on remette nos ingénieurs sur cette filière-là pour améliorer le recyclage des déchets, pour améliorer, via le nucléaire de 4e génération, comment on va faire justement pour produire cette énergie de plus en plus importante en recyclant les déchets et donc sans avoir besoin de les stocker, évidemment. Est-ce qu'il faut de nouvelles centrales nucléaires, comme par exemple propose le président de la République ? On propose 20 nouveaux EPR. Parce qu'on pense que c'est le moyen, évidemment, l'urgence serait peut-être de commencer à réparer celles qui sont régulièrement mais on arrêtées. Parce qu'on les a abandonnées. Effectivement, il y a eu de la corrosion et ça a entraîné qu'on a dû remettre en place, nous aussi, des mines de charbon comme les Allemands. On a un parc effectivement de centrales dans un état très vieillissant. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut, comme avait pu le mettre en place le général de Gaulle, avoir cette vision avec du nucléaire plus moderne, du nucléaire de 4e génération. C'est aussi ça, avoir une vision d'avenir, parce que sinon, dans 20 ans, on fera les mêmes débats et on aura l'électricité qui aura encore largement augmenté et on polluera peut-être encore plus parce que je le rappelle, en 10 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 50% et ça, c'est la conséquence de changement de politique énergétique. Vous vous réclamez beaucoup du général de Gaulle alors que
historiquement, votre parti a été fondé par les plus grands opposants au général de Gaulle, c'est-à-dire l'OAS. Je sais bien que ce n'est pas votre génération, ni la mienne, je vous rassure. Mais est-ce que cette référence constante au général de Gaulle n'a pas vocation à un peu perturber votre électorat qui ne se reconnaît pas forcément dans la figure du général de Gaulle? Non, je pense que la plupart de nos électeurs, justement, considèrent que le dernier chef d'État et le dernier grand chef d'État qui a connu la France, c'était malheureusement le général de Gaulle. C'est une révolution. Vous en parlez avec Jean-Marie Le Pen, parfois? Et pas seulement, enfin pour plusieurs raisons. Évidemment, pour ce qu'il a pu faire sur la Seconde Guerre mondiale et incarner cet esprit de résistance et de maintien d'une France souveraine, comme nous on le souhaite. Mais pas que ça, en fait. Parce que le général de Gaulle, c'est à la fois un enracinement et une vision à la fois de ce qu'a été la France, mais aussi une vision d'avenir. Le général de Gaulle, c'est le plan bulle informatique, c'est le plan calcul, c'est l'espace, c'est des transports modernes. Et ça, on l'occulte très souvent. C'est aussi nous ce qu'on veut, en fait. C'est à la fois une définition de l'identité française plus claire pour qu'on puisse vivre ensemble avec une identité apaisée. C'est à la fois aussi des mesures d'avenir et une grande vision d'avenir, comme pouvait l'avoir le général de Gaulle. Et là, je suis obligé de le dire, même si je ne vais pas le prononcer, comme peut l'avoir Marine Le Pen aujourd'hui. Eh bien, merci. Je crois que... En fin de compte, pour tout expliquer à celles et ceux qui nous regardent, parce que c'est toujours bon de le faire, on me demandait s'il nous restait encore du temps pour une dernière question ou pas. Donc voilà, en absence de réponse, on dit que l'on peut. Oui. Alors, un mot de conclusion. Alors, un mot de conclusion. Est-ce qu'elle vous plaît? Tiens, tout simplement une question bête, parce que beaucoup de Français se la posent. Il y a beaucoup de Français qui se disent qu'ils n'iront pas voter. Le nombre de candidats font des appels aux jeunes. On entendait Yannick Jadot le faire tout à l'heure sur notre antenne. Cette situation aujourd'hui, des gens qui ne veulent pas aller voter, ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que ça montre en tout cas qu'il y a un désaveu aujourd'hui des politiques qui ont pu être menées. C'est un désaveu pour tous ceux qui ont été au pouvoir. C'est un désaveu aussi pour ceux qui dirigent les collectivités locales quand on voit le taux d'abstention sur les derniers scrutins. Il y a beaucoup de classes populaires et de jeunes qui se disent mais à quoi sert la politique? En quoi ça change mon quotidien? Donc si ils nous font confiance, évidemment qu'on pourra les rassurer dans les années à venir et ils pourront voir à quoi sert la politique immédiatement et sur le long terme. Alors après, il y a les réformes institutionnelles, bien sûr, pour que chaque voix compte. La proportionnelle permettra justement qu'il y ait un équilibre de tous les courants et que chaque voix compterait justement que les gens pour faire élire, bien sûr. Mais ça, c'est une réforme institutionnelle. Je pense que c'est évidemment très important et on l'évoque depuis des années, mais ce que veulent surtout les gens, c'est que les politiques publics changent leur quotidien et l'améliorent, surtout parce qu'on a souvent tendance, j'ai parlé tout à l'heure du RSA, on peut parler des retraites, on peut parler de beaucoup de choses, que l'avenir c'est un déclin. On peut leur montrer que non, l'avenir c'est aussi du mieux parce que ça devrait toujours être ça en fait. Et du progrès pour eux et pour le pays dans lequel ils habitent. Merci beaucoup Alexander Nikolic. Merci, c'est l'heure de la météo de Karine Fauvet pour un coup d'œil quand même sur le temps de votre après-midi. Bonjour.